professeur Brown vous a accueilli chacun à tour de rôle et il n'a pas hésité à sortir de son bureau une bouteille de bourbon, distribuer des verres et vous a servi de copieuse rasade d'un excellent bourbon. Ah, mes chers amis et collègues, je me réjouis que vous ayez tous répondu à mon invitation avec célérité et diligence. Je vous propose de commencer à boire un petit verre en pensant que malheureusement le Parlement de ce pays a voté une loi qui, fort heureusement, n'est pas encore entrée en vigueur, mais qui risque de nous priver dans les mois à venir de ce sublime support qu'est le Bourbon. En effet, nous sommes en 1919, en mars 1919. En fait, le 8e amendement qui va instaurer la prohibition a été voté, mais il n'a pas encore été ratifié. Il entrera en action en janvier 1920. Donc vous pourrez encore consommer de l'alcool en toute légalité, autant qu'il vous plaira. Contrairement à mon habitude, je vais aller droit au but sans discours ni circonvolution. Notre temps à tous est précieux et il convient de ne pas le gaspiller. Aussi, pour cette réunion, je vais procéder en 3 étapes. Premièrement, je vais faire une rapide présentation de chacun d'entre vous afin que vous puissiez situer de qui l'on parle. Je vous présenterai ensuite l'objet de cette réunion et de la mission qui est à venir. Le 3e point, eh bien, je pourrai, si nécessaire, répondre à vos questions. Je vous laisserai ensuite, dans ce bureau, j'ai en effet une autre réunion qui a été prise par Peggy, ma secrétaire. Vous pourrez profiter de mon bureau, continuer à boire le bourbon et continuer à faire connaissance et à discuter de ce dont vous parlez. Bien, pas de questions? Très bien, je vous reconnais bien là. Donc, je vais commencer bien par présenter, ne m'en veuillez pas, messieurs, qui êtes nos invités, mes collègues enseignants ici présents. En premier lieu, voici le docteur David Stephens. Donc, le professeur Stephens, qui est professeur de géologie. Il nous a rejoint assez récemment, en début d'année. Professeur Stephens a été vaillamment combattre les Allemands en France et il nous a rejoint donc il n'y a de cela que quelques mois. Mais c'est un éminent scientifique reconnu par la communauté. Je lui ai demandé de venir accompagné d'un de ses étudiants qu'il juge apte à le suivre dans une mission qui risque de s'effectuer dans des conditions compliquées. Je note, cher Dr Stephens, que vous avez choisi de ne pas venir avec un étudiant en jupon. Choix judicieux, je pense. Et donc, votre étudiant, et puis, ça prend un petit carton. Andrew Lord. Oui, effectivement, monsieur, c'est bien moi. Ensuite, vous pourrez connaître également le professeur Mark Fredericks, notre très éminent professeur de paléontologie, mais également d'archéologie précolombienne. Monsieur Fredericks est une sommité dans le monde de la paléontologie et nous sommes très heureux. Il est avec nous depuis de très nombreuses années. Et Monsieur Fredericks, tout comme Monsieur Stephens, est venu accompagné d'un de ses précieux étudiants, à savoir Monsieur, je reprends son petit carton, Michael Scarborough. Bienvenue, jeune homme. Voici Monsieur. Pour les membres de l'université. C'est un honneur. Nous avons 2 personnes qui sont extérieures à l'université. Monsieur Peter Lewis, qui vient de Boston et que certains d'entre vous connaissent peut-être, car il est intervenu en particulier au niveau de la géologie ces dernières semaines. Et enfin, Monsieur James Bonner, qui nous était envoyé par la compagnie des charbons Bendix. Je vous laisserai indiquer d'où vous venez, je vous avoue que je l'ai oublié, veuillez m'en pardonner. Bien, voici l'objet de l'affaire qui nous réunit. Eh bien, au cours des travaux d'agrandissement du puits numéro 3, regarde son petit carton, des mines de Gibbsville en Pennsylvanie, mine qui appartient à la compagnie des charbons Bendix, représentée ici par Monsieur Bonner. Bien, au cours de ces travaux d'agrandissement, des mineurs ont débouché dans une
caverne recouverte de cristal et ils y ont découvert un certain nombre d'ossements. Il semble que tout ceci les ait surpris et ils refusent depuis, c'était il y a un peu plus de 15 jours, ils refusent depuis de pénétrer dans le puits numéro 3, prétendant qu'il serait maudit. Ah, sûrement des gens d'Europe encore. Très superstitieux. Oui, pure superstition, bien sûr. Étant donné que des altercations ont récemment eu lieu dans la région, qui opposent évidemment mineurs aux dirigeants de ces compagnies, au sujet des conditions de travail et des salaires, évidemment sans aucun doute des agitations déclenchées par des agitateurs à la solde des anarcho-communistes qui font des actes de subversion dans notre pays afin de répandre la peste communiste dans notre pays. Eh bien, il a été imaginé que tout ceci pouvait être le fait de telles personnes. La compagnie des charbons Bendix a commissionné l'agence de détective Reddington afin de mettre fin à cette agitation. Mais les conclusions arrivées il y a quelques jours de la part de l'agence Reddington seraient que, assez étonnamment, le refus des travailleurs de retourner dans le puits numéro 3 n'a rien à voir avec cette agitation actuelle. D'après eux, les mineurs semblent véritablement effrayés par le puits. L'agence Reddington, du coup, a émis l'hypothèse selon laquelle peut-être une recherche scientifique menée par un groupe extérieur à la compagnie et à la ville pourrait atténuer les craintes de ces mineurs. La compagnie des charbons Bendix, se souvenant, mon cher monsieur Stephens, que vous aviez commencé à travailler ici, nous a contactés afin que nous envoyions une équipe de chercheurs. C'est à ce titre, messieurs, que je vous ai demandé de venir avec vos étudiants. Monsieur Stephens m'a fait part que dans cette situation, peut-être que l'aide de monsieur Lewis, qui est à la fois expérimenté dans le domaine minier et qui a des compétences de géomètre, pourrait nous être fort utile dans le cadre de cette mission. Ce pourquoi, effectivement, j'ai signé avec monsieur Lewis ce matin un contrat de sous-traitance avec sa société afin qu'il puisse vous accompagner. Donc des arrangements de différentes natures, mais vous pouvez, entre autres de nature financière, ont été passés entre notre université et la compagnie des charbons Bendix pour que le groupe de chercheurs, vous en l'occurrence, puisse passer 1 mois à Gisville afin de résoudre cela. Par ailleurs, la compagnie des charbons Bendix a commissionné un de ses précieux éléments, monsieur James Bonner, homme de toute confiance, ingénieur des mines, qui a l'habitude également de ces mouvements subversifs. Elle l'a commissionné afin qu'il intègre le groupe, puisse vous aider dans cette tâche. Nous, l'université et la faculté de sciences, nous allons fournir un camion qui est déjà prêt, à vrai dire. Il est garé côté de la sortie 3 de la faculté des sciences. Et vous trouverez dans une des salles du rez-de-chaussée en fait tout un équipement de recherche dont la liste a été établie pour l'instant à l'aide de M. Stephens. Bien évidemment, c'est une première liste et s'il s'avérait que vous notiez que d'autres éléments fussent nécessaires, vous pouvez nous en faire part, enfin m'en faire part, vous laisserez une petite note et je verrai faire le mieux pour vous les procurer. Voilà. Donc c'est un camion de l'armée issu de d'après-guerre. Il est en très bon état, je vous assure, il a été révisé et vous avez ici, je vous remets un papier, la liste de ce que nous avons déjà prévu et de ce que nous vous fournissons afin de mener vos recherches. S'il y avait des dépenses supplémentaires, elles devront être approuvées par la compagnie des charbons Bendix, la CBB. Il vous faut partir après-demain, dimanche, à 9h, afin de pouvoir atteindre Gibbsville, qui n'est pas si loin, hein, je vous rassure. C'est dans le nord-est de la Pennsylvanie. Vous devriez atteindre Gibbsville environ 14 heures plus tard. Donc quand même relativement tard, la nuit sera déjà tombée. Effectivement, nous avons une grande route devant nous. Oui, vous avez un petit peu de route. Et donc là-bas, vous pourrez rencontrer le directeur de la mine,
Monsieur Joe Tate, qui vous attend. Et voilà pour ce qui en est je dirais, de mon intervention. Je suis désormais prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Oui, j'ai une question. J'aimerais avoir plus d'informations sur ces mineurs qui ont refusé de travailler. Ils ont refusé de travailler par pure superstition ou y a-t-il eu des blessés dans leur équipe? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu de blessés. Enfin, je n'en ai pas été informé par la compagnie Bendix. C'est juste qu'ils refusent de descendre. Après, je vous avoue que je suis professeur de mathématiques et je ne connais pas bien le milieu des mines, donc j'ignore j'ignore comment cela a pu se passer. Peut-être monsieur... Ça pourrait être une révolte. Oui, ou peut-être qu'ils faisaient partie d'une compagnie concurrente et qu'ils ont tout simplement voulu saboter du coup le travail ou l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Oui, une simple grève, je pense. Enfin, je vous rassure, vous n'êtes pas commissionné là-bas pour régler des problèmes politiques, hein. Je pense que il appartiendra à la direction de la mine de gérer ce genre d'aspect. Vous êtes vraiment envoyé là-bas, en fait, pour enquêter sur ce qui se trouve au fond du puits numéro 3 et en tirer toutes les conclusions nécessaires pour ramener les personnes un petit peu superstitieuses à la raison et reprendre le travail. Vous serez d'accord avec moi que les fantômes n'existent pas. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur, quelques ossements, quelque nature qu'ils soient. En tout cas, je suis plus que ravi de participer et ça ne pourra faire qu'une très bonne expérience pour la préparation de mon master. Je compte sur vous tous, messieurs. Je sais que vous ne me décevrez pas. Sachez que c'est un honneur pour moi de participer à cette expédition en tout cas. Bien. Messieurs les professeurs, monsieur Bonner, monsieur Lewis, un petit commentaire peut-être? Ah ben écoutez, je suis honoré et je suis agréablement content de faire cette mission et de revoir le docteur Stephen et de pouvoir me lancer dans l'aventure avec. Moi de même. Cette histoire de cristaux m'intéresse tout particulièrement, vous en douterez évidemment. Mais oui, tout à fait. Je vous avoue que j'ai peu de détails. Et je pense qu'effectivement, les cristaux... L'objectif, vous vous en doutez, pour notre université, c'est... nous espérons évidemment fortement que ce que vous allez découvrir là-bas apportera des éléments non seulement pour le fait de la compagnie Charbon-Bendix, mais également du point de vue scientifique. Nous n'aurions pas commissionné à la fois un paléontologue et un géologue de nom si nous ne pensions pas qu'il y ait des choses intéressantes à découvrir. Les premiers éléments que nous avons eus pourraient laisser suggérer qu'il s'agit peut-être de cristaux non encore répertoriés. Quant aux ossements découverts, nous n'en savons rien, sinon qu'ils ont effrayé ces hommes. L'aide d'un paléontologue sera extrêmement utile, mais je ne vous cache pas, professeur Frérix, que ce n'est pas à vous que je vais apprendre que dans des mines, charbon qui plus est, vous serez susceptible de trouver peut-être de très intéressants fossiles coincés dans les couches d'anthracite, hein, et pour le plus grand intérêt de la communauté scientifique. À propos de ça, je vous embête 2 secondes, professeur. Je vois que dans l'inventaire... Allez-y, je vous en prie. 2 secondes, juste 2 secondes. Je vois dans l'inventaire, nous n'avons pas de poudre de TNT, c'est déjà là-bas. De poudre de TNT? Oui. Vous n'allez pas exploiter une mine, vous allez pour faire des Monsieur, recherches. nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes des géologues et des paléontologues, nous ne faisons pas tout exploser. Nous découvrons avec une minutie chaque couche de la Terre pour en découvrir quelque chose. D'accord. Ah ouais, je me retire, autant pour moi. Sachez, directeur, que s'il y a une découverte à faire, évidemment, je serai là pour la faire, bien sûr. Mais je n'ai pas énormément d'espoir dans ces mines. Nous m'écoutons. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, professeur? Vous savez, pour l'instant, on parle de puits maudits, bon... Oui, mais tout de même, outre ces histoires, je suppose que nous aurons peut-être la chance de faire des découvertes intéressantes. J'ai pas de minéraux, moi je suis paléontologue, donc minéraux peut-être, mais ossements intéressants, ça me paraît compliqué.
Oh, quoi qu'il en soit, ce sera une occasion d'œuvrer pour le bien commun de l'académie et Oui, enfin, de résoudre. Michael, nous sommes là d'abord pour faire des découvertes. Après, on verra tout ça par la suite. Hein. Là, je te mets un petit coup de... Alors, pour ceux qui ne le voient pas, j'ai une petite cravache sous le bras. Je la sors, je lui mets un petit coup sur le dos et je lui dis tenez-vous droit, voyons, monsieur Scarborough. Oui, professeur, excusez-moi. Bien. Vous noterez que vous aurez à disposition un petit laboratoire de chimie ainsi qu'un appareil photographique. J'espère que vous serez à même de les utiliser avec efficacité. Bien, je vais vous laisser. Je porte à nouveau, dit-il en se resservant, un toast à votre réussite. Je reviendrai tout à l'heure. N'hésitez pas à me laisser sur la table une liste s'il y avait des choses dont vous auriez besoin et qui ne sont pas dans cette liste. Très bien. Et donc, il vous salue et sort de la pièce. Et nous lui rendons son salut. Il n'est sympa ce professeur. Bon, tout le directeur. Bon, eh bien, messieurs, je crois que nous avons 2 jours pour nous préparer. Ce sera suffisant. Alors, vous êtes vendredi 21 mars au soir et vous devez partir dimanche matin. Quelle heure il est là à peu près? On est en fin de journée. C'était la soirée, on va dire qu'il est au moins 20h. J'aurais bien aimé regarder à la bibliothèque, voir s'il y avait des renseignements sur cette mine en fait à Miskatonic, à l'université, voir si je pouvais en savoir plus sur l'histoire de la mine, et notamment sur l'entreprise. Michael a déjà fait part de son souhait d'aller à la bibliothèque. Je vous laisse échanger et voir si vous souhaitez faire quelque chose pour cette soirée ou ultérieurement pendant le dimanche jusqu'au lundi du départ. Il se trouve que moi, j'avais eu dans l'esprit la même idée que mon cher assistant, aller à la bibliothèque pour étudier un peu l'histoire de la ville, ce qui se passe en dessous, les mines, peut-être les différentes peuplades qu'il y a eu avant la création de tout ça, voilà, tout ce qui entoure l'histoire, en tout cas de la ville, des mines et des sous-sols, etc. Et donc ce qui est très bien, puisqu'ils vont aller lire énormément, c'est que nous aurons des sujets de conversation pour le voyage qui doit durer 14 heures. Laissons-les aller travailler, nous profiterons allègrement pour en discuter durant le trajet. C'est ça. Et moi, pour ma part, est-ce que je connais quelque chose de particulier par rapport au puits numéro 3 ou est-ce que je peux obtenir des informations via la compagnie en fait? Alors, toi, ce que tu sais effectivement, donc par rapport au puits numéro 3, bon, évidemment, tu connais les éléments de base sur ton entreprise, à savoir que c'est une entreprise qui est basée en Virginie occidentale, donc Charleston, c'est là où tu es. Et elle a effectivement 4 implantations. Elle a une implantation à Charleston, où il y a des mines. De toute façon, à chaque fois, il y a des mines. À Pikeville, dans le Kentucky, à Carbone, dans l'Ohio. Attention à ne pas confondre avec Carbone dans la Pennsylvanie, puisqu'il y en a deux. Et donc Gibsville, en Pennsylvanie. Ce que tu sais, c'est que la compagnie, bon, c'est pas la plus grosse, produisait 50 000 tonnes de charbon par an. C'est pas négligeable. Mais, donc l'actuel président, c'est Pete Lafferty, qu'on connaît extrêmement bien. La mine de Gibsville, en fait, tu as eu l'occasion d'aller y travailler pour y faire des améliorations, etc. Donc tu connais effectivement son patron, Joe Tate. C'est un collègue de travail, donc c'est pas un ami proche, c'est juste un collègue de travail, du genre plutôt rude mais correct, voilà. Les Reddington, tu les connais, donc c'est une compagnie de détectives, en l'occurrence une compagnie de sécurité privée qui s'occupe effectivement de faire appliquer les lois de la compagnie là où elle est implantée. Puits numéro 3, toi jusqu'à présent, en fait c'était un puits comme les autres. Donc les implantations à Gibsville sont pas toutes récentes. Donc le puits numéro 3 comme les autres, bon, comme indique, il y en a 3 à Gibsville qui ont déjà plusieurs étages en fait d'exploitation
de charbon. Et a priori, le numéro 3, t'en avais entendu parler, effectivement, il devait continuer à creuser aux étages les plus bas pour trouver justement de nouvelles veines. Voilà ce que tu en sais. Ok. Oui, bah alors du coup, par rapport à mon week-end, rien de particulier. Je vais me détendre, quoi. Je vais aller jouer au golf et voilà. D'accord. Et moi, je comptais peut-être m'approcher de l'étudiant de David Stephen, Andrew Lord, parce qu'il me semble pas le connaître et savoir un peu, discuter un peu avec lui. Enfin, pas tout le week-end évidemment, mais au moins un peu pour la soirée. Et voilà, lui poser quelques questions. Monsieur Lewis, c'est bien ça? Exactement, c'est bien moi, oui. Je suis un vieil ami de Dr. Stephen. Je suis l'assistant du docteur Stephens. Ça fait quelques mois seulement que je le connais. Ah, bah à la bonne heure, le connaissance, ça veut dire que vous êtes une bonne personne, parce que il est quand même assez pointilleux dans son entourage. J'espère qu'au puits numéro 3, nous allons faire des découvertes intéressantes et je pourrai profiter de l'expérience du docteur Stephens pour approfondir mes connaissances. Et bon, du moment que lui n'a pas de cravache, comme l'autre professeur, j'ai pu remarquer qu'il avait l'air de maltraiter mon collègue Scarborough. Il a l'air d'avoir des méthodes un peu rudimentaires, et il avait l'air un peu agacé que je lui ai coupé la parole tout à l'heure. Mais bon, vous savez... Ah, vous savez, les professeurs, faut savoir les caresser dans le sens du poil. Certains ont un ego extrêmement démesuré. Surtout dans la paléontologie, mon pauvre. Surtout dans la paléontologie. Et là, je lui fais une petite tape sur l'épaule. Et cela fait longtemps que vous travaillez dans votre domaine? Je suis un peu nouveau dans la géologie, je ne vais pas vous cacher, mais par contre, j'ai déjà travaillé dans les mines, oui, en effet. Donc, je serai dans mon entourage, on va dire. Je serai à l'aise. Hélas, j'ai bien peur que depuis la guerre, à cause de toutes ces histoires de gaz moutarde, j'ai des petits problèmes cardiaques. Donc j'espère que ça va pas trop me lancer une fois là-bas. Mais je suis sûr que ça va être une bonne aventure. Nous avons beaucoup d'équipements et je suis assez confiant. Je pense que je vais mettre mon week-end plutôt à bon escient. Je vais me renseigner d'ailleurs sur la localisation de ce puits et savoir si déjà là-bas il n'y a pas des pierres un peu plus, on va dire, spéciales ou peu courantes. Je pourrais réunir certaines informations utiles sur ce sujet. Ouais, ça serait une bonne idée. Je vous propose de vous accompagner, je fais rien de mon week-end et je suis loin de ma femme. Vous êtes marié, monsieur? Heureux marié depuis quelques années et j'ai même mes 2 enfants qui m'attendent à la maison. Quel âge ont vos enfants? Alors, la plus grande a 8 ans et le petit a 6 ans. Et ce n'est pas difficile d'être éloigné de sa famille? Disons qu'on est habitué maintenant. Elle le sait, elle est fidèle. Regardez, et là je lui montre une photo de mon fils Nicolas et de ma fille Louis. Très jolie photo. Il y a même un petit air de famille. Ils ont les mêmes sourcils. Ah, j'aurais dit les yeux, moi. Ils ont les sourcils de son père et les yeux de sa mère. Ok. Donc vous devisez, etc. Et du coup, pendant ce temps, Michael et donc Sir Frédéric vont s'absenter et se rendre à la bibliothèque qui effectivement est encore ouverte à cette heure-ci. Je vais. Mais du coup, quand je vois Michael, j'imagine se diriger aussi vers la bibliothèque, je l'attrape, j'ai dit Monsieur Scarborough, vous allez à la bibliothèque? Oui, comme prévu, professeur. J'avais enfin une bonne idée de votre part. Eh bien, je vais faire de même. Je vais vous aider dans vos recherches, évidemment. Par contre, je vous en prie, je vous en conjure, Monsieur Scarborough, ne me dérangez pas, bien sûr. Et ne me posez pas des questions stupides comme vous avez l'habitude d'agrémenter mes journées, évidemment. Je vous aiderai pour le mieux. Je ne solliciterai votre savoir uniquement lorsque je le jugerai pertinent, professeur. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je verrai la pertinence de vos livres que vous allez étudier, mon cher Monsieur Scarborough. Oui. Allons-y, la nuit va bientôt tomber, professeur. Bien, attends-nous, et là je fais claquer un peu ma cravache. Hop, attends-nous. Les informations donc, que tu trouves, Michael, la compagnie a été fondée en Virginie occidentale en 1856 par un Gallois, George Bendix. Elle est implantée à Charleston en Virginie occidentale, à Pikeville dans le Kentucky, Carbone dans l'Ohio, Gibbsville en Pennsylvanie. Ils ont au total une 20aine de puits de mines sur leurs 4 sites.
En fait, Guildsville est probablement un des plus petits sites, puisqu'il n'en a que 3. Et ils extraient 50 000 tonnes de charbon par an. Ce qu'on disait, c'est que leur président actuel, c'est Pete Lafferty, qui a racheté ses parts à George Bendix, le créateur. Par contre, la compagnie est connue pour utiliser des méthodes violentes qu'elle utilise pour briser les grèves. Quel genre de violence Les violences, des affrontements Physique. avec les mineurs, puis avoir des lynchages, des pendaisons plus légales, des meurtres, des choses comme ça. Professeur, vous avez une seconde, je vous prie? Monsieur Scarborough, avez-vous enfin trouvé quelque chose d'intéressant, mon cher? Eh bien, dans ce livre, j'ai pu regarder un peu l'historique de Charbon Bendix, et le moindre que l'on puisse dire, c'est que vous espériez ne pas aller chez des sauvages, et pourtant, c'est bien chez des sauvages que nous nous dirigeons, professeur. Regardez ça. Oh là là, ne m'en parlez pas, monsieur Scarborough. Des sauvages, de toute façon, il y en a partout sur cette bonne vieille terre, je vous le dis. On n'est pas sorti de l'auberge. Je lui montre ce que tu ce que tu nous as partagé là, tout fier un petit peu. Ouais. Bon. Et puis c'est tout, je me retrouve. Monsieur Scarborough, que Oui. faites-vous? Vous allez encore batifoler, monsieur Scarborough? Oh il se fait tard. Il faut que je rentre chez moi. Vous savez, professeur, il va falloir être en forme pour l'exploration, et je voudrais pas trop. Je voudrais être en forme pour lundi. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Scarborough, sachez que la clé de la réussite, c'est le travail. Vous n'arriverez à rien si vous ne travaillez pas et que vous préférez batifoler. Mais soit, moi, je décide de bien faire mon travail, voyez-vous. Et hop, je me retourne et je travailler. Donc le dimanche se passe ainsi que chacun d'entre vous le souhaite. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses. Et nous arrivons au lundi matin à 9h. Écoutez, moi je m'amène avec ma petite voiture que je gare, et je fais une bonne accolade au Dr Stephen, ainsi qu'à Andrew Lord, ainsi que les autres. Voilà, je suis... Alors si tu veux faire une accolade avec moi... Non, une accolade, c'est une façon de dire, enfin, je vous dis bonjour, quoi. D'accord. De façon comme une autre. Je n'ai pas encore déterminé pour l'instant. Monsieur Lewis, alors, vous avez pu voir votre femme ce week-end? Oui, au final, j'ai décidé de rentrer quand je me suis rappelé que c'était à moins de 10 minutes en voiture. Du coup, j'y suis allé et j'ai passé le week-end avec ma femme et mes enfants. C'était merveilleux. Je suis de bonne humeur et voilà, j'ai hâte de faire le voyage. D'ailleurs, j'ai vu que le camion, c'était un type de camion que j'ai pu conduire lors de la guerre, donc je pourrais peut-être me proposer à le conduire. Alors le week-end, c'est beaucoup dire, hein, parce que vous êtes donc le dimanche matin. Bon. Et moi j'arrive, je me gare et je dépose mes bagages aussi dans le camion. Je vais amener un tabouret avec un petit coussin pour mettre, enfin 2 coussins d'ailleurs, un pour pouvoir m'installer confortablement sur la banquette en bois, et un autre pour déposer ma jambe, en tout cas pour soulager ma jambe pendant le trajet. Laissez-moi vous aider pour les bagages. Oui, surtout que c'est vrai que monter dans ces camions, c'est déjà une épreuve, hein. C'est pas fourni avec l'escabeau. Hein. Donc, moi, pour ma part, j'arrive. Donc je sais pas si à l'époque ça se faisait déjà, mais j'ai un café, un long café en fait à emporter. De l'autre main, je tiens une cigarette qui est allumée, et donc je suis rasée vraiment de près et relativement frais de mon week-end, quoi. Voilà. Ok. Assez reposé. C'est du café, mais c'est plus de l'eau au café que du café. C'est du café à l'américaine, hein. Voilà, c'est ça. Je monte dans le camion. Bonjour, professeur Stephens. Vous allez bien aujourd'hui? Fort bien, merci, et vous? Oui, extrêmement bien. J'ai hâte de pouvoir commencer. J'ai amené tout mon équipement personnel.
De Scranton, vous allez prendre la route direction de Harrisburg, qui est la capitale de Pennsylvanie, mais déjà les routes sont un peu moins sympas. Et vous allez commencer à traverser tout un tas de petits bleds. Et au fur et à mesure que vous allez vous approcher de Gibbsville, ça sera de ville en ville, et là vous allez bientôt être quasiment en zone de guerre au niveau de l'état des routes. J'arrive frais comme un gardon et je me mets directement, je pose mon café côté conducteur, je me mets pas très loin et voilà, disons que je le verbalise pas, mais je fais comprendre que c'est moi qui vais conduire le premier car, quoi. Je l'ai pas mentionné, mais j'étais, c'est pas important, mais j'étais sûrement un des premiers arrivés, et je vous ai gratifié sûrement à chaque fois d'un bonjour messieurs quand vous arrivez. Quand je vois le docteur Stephens, je le salue, je lui dis évidemment bonjour docteur Stephens, évidemment, puisque lui je le connais, je le nomme. Et évidemment quand Michael arrive, je le regarde avec un petit regard, peut-être un petit regard de mépris, je lui dis Monsieur Scarborough, vous êtes bien reposé? Alors déjà, la question c'est est-ce qu'Elisabeth a accompagné Michael à l'université pour lui souhaiter au revoir pour ce séjour qui est prévu pour durer un mois? Ah oui, bien sûr. Oui, elle est là. Bon, elle est dans un coin, elle est discrète pour l'instant, mais dans un coin. Non, mais je veux dire, elle est pas dans l'assemblée, quoi. Elle s'est mise un peu à l'écart. Du coup, d'où ma question. Vous êtes-vous bien reposé, Monsieur Scarborough? Ah oui, tout à fait. J'ai bien récupéré. Enfin, je veux dire, je me suis bien reposé et je suis tout à fait prêt et motivé, comme toujours. Alors éventuellement à un moment donné où peut-être Michael serait tenté de se retourner pour regarder évidemment Elisabeth, éventuellement à un moment donné où Michael aurait pu regarder dans la direction, avec ma cravache je rattrape son regard et je lui retourne le visage vers moi pour lui dire Michael, monsieur Scarborough, rentrez votre langue et ne soyez pas distrait comme cela. Oui, non, je ne suis pas discret, je comptais juste dire au revoir à Elisabeth avant de partir. Faites prestement, nous allons bientôt partir, nous ne serons pas en retard. Oui, professeur, du coup, je vais un peu à un pas rapide, je dis à bientôt à Elisabeth, je lui fais un bisou sur la bisou et je lui dis ne t'inquiète pas, je pars à l'aventure, j'aurai plein de choses à te raconter, tu vas voir, ce qu'on va vivre ça va être super. Même en RP il a eu honte du bisou, il n'a même pas dit sur la bouche. Oui. Il vit le Voilà. RP. Peter Lewis a actionné la manivelle, le camion a démarré dans un brouhaha et un gros tough assez important. Ça cahote, de toute manière, au niveau de ce genre de camion. Vous apercevrez assez vite que la suspension est réduite au simple fait d'assurer un minimum d'adhérence au camion, mais n'est pas vraiment prévu pour ses passagers. Donc le réservoir du camion est chargé avec ses 75 litres de carburant, mais vous devrez faire le plein régulièrement parce que ça consomme, ça suce un max ce genre d'engin. À très vite, Elisabeth, à très vite, m'a dit le ciné. Et je lui montre, je contracte mon biceps comme ça, en partant. D'accord. Moi, un petit coup de cravache en passant, j'ai ne faites pas l'idiot, monsieur Scarborough, tenez-vous droit. Oh, oui, pardon. Mais je voulais lui faire un dernier coucou, excusez-moi. Allons. Et moi, je vais aller en profiter, je vais me présenter à James Bonner et lui dire que s'il faut, si à un moment dans la nuit il est fatigué pour conduire, je pourrais prendre le rôle. En ce 23 mars 1919, je suis désolé pour vous le dire, mais c'est à nouveau une journée froide et pluvieuse qui vous attend tout au long de cette longue journée. Vous allez entendre les heures et les heures défiler alors que sur la route, James Bonner alterne la conduite avec Peter Lewis et potentiellement Michael s'il le souhaite. Vous allez, ainsi que je le disais, atteindre au bout déjà de 7 à 8 heures de route, après 7 heures de route, vous allez atteindre enfin Scranton en Pennsylvanie. Tout votre trajet, de toute façon, s'est fait dans cette région
accidentée des États-Unis, puisque vous traversez quand même les Appalaches à différents endroits, différentes montagnes de l'ouest, de l'est des États-Unis, et vous allez descendre enfin à partir de Newburgh, vous allez descendre effectivement vers le sud-ouest. Lorsque vous arriverez vers Scranton, donc première grosse ville que vous allez rencontrer en Pennsylvanie, vous allez prendre un peu plus conscience de l'aspect extrêmement industriel de cette région. Première chose que vous verrez de Scranton, ce sont d'épaisses en fait volutes de fumée noire qui sont crachées par les cheminées de la ville de Scranton. Et en vous approchant, vous allez rouler sur les routes qui sont à l'ombre des énormes terrils de scories de charbon extraits de la terre par les bras des hommes à Scranton depuis plus de 80 ans. Tout commence à devenir progressivement noir d'une suie omniprésente de poussière de charbon. Les gens que vous croisez au bord de la route, ceux qui ne sont pas encore à l'usine, vous regardent en règle générale d'un air assez morne. Tous sont souvent vêtus de haillons. Ils ont des airs tristes et souvent la joie est complètement absente de leur visage. La situation, après avoir passé Scranton, va commencer à être de plus en plus solitaire pour vous. Fini les grands axes, bienvenue les petites routes, souvent défoncées, dans lesquelles il faut éviter les ornières. Vous qui êtes à l'arrière, vous êtes de plus en plus ballottés, cahotés de droite à gauche, vous heurtant comme ça aux panneaux de bois qui forment à l'arrière. Ceux à l'avant sont un peu mieux lotis. Le conducteur, entre autres, il a son volant pour se tenir. Ils ont des sièges plus ou moins recouverts de cuir, mais vous, à l'arrière, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Je vais vous demander de tous ceux qui sont à l'arrière, vous allez me faire un petit jet de constitution. Je me tiens extrêmement droit et je suis solide comme un roc. Et moi, j'ai mal au dos. Aïe. Pas très confortable. Bien, Peter Lewis, ça tombera bien que tu changes et tu prennes la conduite, parce qu'au bout d'un moment, à être ballotté, etc., à l'arrière, tu as commencé à avoir le mal des transports. Et il t'aura fallu te précipiter vers l'arrière du camion pour gerber à l'intérieur sur le matin. Sans mal. James, je vais te demander en fait un jet d'intelligence pour voir si tu te souviens bien de la route. Vous pouvez me sortir la carte, James? Ouais. On est très mal barré. Mais qu'est-ce qu'on fout à Bradford? Springwater, alors que vous cheminiez sur la route, à un moment donné, tu penses que pour une raison que tu ignores, tu as pris la mauvaise direction au niveau d'une bifurcation. Tu penses savoir, effectivement, tu te dis qu'en fait la route principale devait être celle qui prenait complètement sur la droite et traversait la rivière sur le petit pont, et vous avez continué tout droit. Sauf que ce n'est qu'une heure plus tard que tu t'es aperçu que, parce que tout d'un coup la route s'arrêtait devant une vieille ferme abandonnée, sans continuer plus loin, tu t'aperçois qu'en fait c'était pas le bon chemin. Moi, je continue à siffloter, sachant que je ne sais toujours pas quand c'est parti. Sauf que tu es obligé de t'arrêter parce que tout d'un coup il y a cette ferme, mais il n'y a plus de route. Ah, ça y est, enfin, on est enfin arrivé, nous allons pouvoir commencer à travailler. Je commence à récupérer mon sac et à récupérer tout mon barda avec moi, qui est assez conséquent quand même, et je commence du coup à ouvrir la bâche menant vers l'extérieur du camion, et je commence du coup à descendre du camion et à contempler le paysage en m'étirant tous mes muscles, en poussant un « Ah, enfin !» Professeur Stephens, puis-je vous aider? Je remarquais que vous avez mal à la jambe. Donnez-moi vos affaires, descendons. Bien aimable, merci. Moi, je dis ah. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on n'est pas du tout arrivé peut-être Effectivement, même toi, Andrew, quand tu descends, t'es un peu étonné par le spectacle que tu vois, parce qu'ici, rien ne suggère que vous soyez installé au niveau d'une mine. T'as déjà vu des mines, etc. T'es quand même géologue.
Il y a des chevaliers, des ascenseurs, des grands bâtiments pour le tri, etc. Enfin, et puis Givesville est censé être une ville. Et là, tu as juste les ruines d'une vieille ferme en bois et ce qui reste des enclos pour le bétail. Ah mais attendez, monsieur le professeur, je me suis peut-être un peu hâté un peu précipitamment. Je ne savais pas que la mine se trouvait en dessous d'une ferme. Monsieur Lord, veuillez remonter dans le camion. Quelque chose me dit, nous ne sommes pas arrivés et que c'est juste le chauffeur qui ne sait pas ce qu'il fait. Et là, je coupe la parole du docteur Morse. Excusez-moi, désolé de vous interrompre, je suis désolé. Il me semble qu'on s'est trompé sur la route. Du coup, il va falloir remonter. Voilà. Et je reparle avec James Bonheur pour histoire de voir avec une carte. Après ces paroles sensées, je commence à fixer le sol. Je suis tout rouge, couvert de honte. Je m'aperçois que je suis passé pour un crétin. Et je commence du coup à récupérer mon gros sac et en fait à le balancer du coup dans le camion. Ah! Une fois à l'intérieur du camion, je fais en sorte de ne croiser le regard d'absolument personne. Je m'assois, je sors un bouquin de mon sac que je m'apprête immédiatement à lire. Bien évidemment, je fais semblant. Ce minier, mais quel manque d'éducation. Il m'a encore coupé la parole, mais c'est pas possible, on n'apprend plus l'éducation de nos jours. Mais non, mon cher monsieur, je tape devant là, tu sais, avec ma cravache sur le camion là, devant. Il faudrait vous apprendre l'éducation, j'étais en train de parler. Il est interrompu. C'est pas par ici, ce innovateur pourtant. Pourquoi ça tape derrière? Quelle manque d'éducation. On vous apprend pas l'éducation dans les mines et à l'armée. En fait, j'ai le nez sur la carte. En fait, moi, j'ai pas trop regardé ce qui se passait autour de moi, même si j'ai entendu. Et je suis relativement inquiet quand même parce que ça m'arrive. Enfin, je conduis quand même assez régulièrement et ça m'arrive pas non plus tous les jours de me perdre. Je dis, écoutez, on n'est pas perdu, on a juste raté une intersection. Ah, ok, très bien, monsieur Bonheur, pas de souci, on va rattraper ça. Moi, je me tourne vers Michael et je lui dis, vous voyez, monsieur Scarborough, si vous n'étudiez pas assez, vous allez finir comme cette personne en manque d'éducation. Étudiez, monsieur Scarborough, étudiez. Et là, je lui redonne un petit coup de cravache, je dis, et tenez-vous droit. Alors moi, je réponds, je dis, par contre, des réflexions comme ça, vous en faites une fois. La prochaine fois, vous descendez du camion et vous finissez à pied. Je me tourne vers Michael, voilà, et je lui dis... Moi, personnellement, j'ai juste entendu des bruits de fond en mode boum boum boum, ainsi que mais pas trop, enfin, j'ai pas trop compris ce qui se passe à l'arrière. Même s'il faut bien avouer, la carte est quand même assez imprécise, et de toute façon, une fois que c'est sur le terrain, les panneaux, c'est quelque chose d'absolument inexistant, et voilà. Et du coup, vous reprenez la route, vous allez perdre en fait au total, entre l'aller et le retour sur ce petit circuit impromptu, vous allez perdre 2 heures, et Peter Lewis, cette fois, tu pourras nous faire un petit jet d'orientation. Bedford, c'est là, Brookville, c'est ici, et ben c'est par là. Effectivement, vous rejoignez la route, et après avoir récupéré l'embranchement, le petit pont, vous finissez par arriver à Ariston. Il fait déjà assez sombre, et tu continues tout droit, vous arrivez à Coaltown. Vous allez devoir faire le point d'ailleurs, parce que vous aviez quand même perdu aussi une partie de votre carburant, cette petite escapade. Et là, vous allez prendre sur votre droite, direction de la ville de Carbone. Il est déjà quasiment minuit, et tout d'un coup, tu passes dans un trou rempli de boue et tu embourbes le camion. Vous disiez, Dr Stephens... Que nous aurions mieux fait de partir entre. Michael, il se lève, il fait bon, eh bien... Qu'allons-nous faire? Là, moi, je me retourne et je me remontre. Excusez-moi, il se trouverait que peut-être le camion se soit embourbé. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça, mais ça risque de nous prendre un peu de temps. Est-ce que quelqu'un s'y connaît en mécanique par hasard? Moi, je descends en fait quand parce que je suppose que j'étais devant. Et quand j'ai vu que ça s'est embourbé, je suis sortie directement, j'ai allumé
une lampe torche, quoi. Et je commence à regarder d'où vient le problème, qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'extérieur du véhicule. Ce qui s'est passé, c'est qu'il aurait dû évidemment éviter l'ornière. Il l'a pas fait, donc la roue elle s'est plantée dans de la gadoue. Eh ben, Andrew, vous avez le coup de clé. Coûtera au total qu'une petite heure pour arriver à désembourber ce camion qui pèse quand même son poids. Hein. Il est bien chargé et puis c'est de la bonne tôle. Moi, je commence à tomber de l'œil en conduisant. Vous arriverez par la route qui vient du sud et vous imaginez qu'il fait complètement nuit lorsque vous arrivez. Hein, il est 2 heures du matin. Les phares du camion, en fait, qui depuis quelque temps suit d'ailleurs la voie de chemin de fer qui vient de Town, suit cette route de terre battue qui, au fur et à mesure que vous approchez de la ville, a pris une teinte noirâtre, elle aussi, comme à chaque fois que vous arrivez près d'une ville minière. Tout ici est recouvert de suie, de scories, de débris de charbon. Alors, ce qui n'est pas dessiné sur la carte, c'est que près des hangars à charbon, entre les puits numéro 3, les hangars à charbon, etc., et puis un peu plus bas vers le puits numéro 1, vous avez à nouveau des terrils qui sont construits à flanc de mine. Hein. Gibbsville est situé en fait dans une étroite vallée et toute la zone autour. Alors ça, c'est surtout une indication pour James Bonner. Quasiment toute la vallée en fait appartient à la CCB. Vous allez arriver effectivement jusqu'au carrefour qui est au milieu du village après avoir traversé les premiers abords de la petite ville de Gibbsville. Demande à Bonheur où est-ce qu'on peut s'abriter en attendant demain pour aller voir le directeur de la mine. Eh bien, écoutez, non, je connais pas vraiment d'endroit. Disons que les fois où je suis venue, j'ai pas eu ces problèmes-là sur la route non plus, donc... De toute façon, nous étions prévus à 23h. J'imagine qu'il avait prévu des endroits pour nous loger. Tout à fait. Sinon, ce serait indécent. Écoutez, ben, posez vos valises. Moi, je vous propose que vous commencez à y aller. Je vais prendre vos valises et commencer à les amener vers la maison de Jotate. S'il y a quelqu'un qui veut bien venir avec moi, ça serait Monsieur bien. Scarborough va vous aider à prendre mes affaires. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Peter. Docteur Stephens, vous avez besoin d'aide? Oh, ce serait fort gentil, merci. Du coup, je vais aider à porter les affaires des professeurs aussi et le matériel du camion. Je commence à aussi faire des allers-retours. Vous arriverez devant la maison de Joe Tate. Je toque et je dis Monsieur Tate, c'est James Bonner et c'est acolyte. Vous avez la porte qui s'ouvre et vous avez là un grand gaillard solidement bâti. Ah, Jim, je me demandais où vous étiez passé.